de la pratique politique. C'est un élément dont il faut tenir compte. Mais, ceci dit, je voudrais dire à l'honorable, je le répète haut et fort, en haute et intelligible voix, il n'y a pas de disposition intangible ou verrouillée. Il y a des dispositions réputées intangibles ou verrouillées parce que le fait d'être verrouillé ou intangible est le fruit d'un consensus. Au départ, et naturellement, fondamentalement et par nature, la Constitution est un contrat, un accord des volontés et des intelligences sur la façon de vivre en commun au niveau de la gestion du pays. Donc il n'y a pas de... Ce qui n'est pas intangible et verrouillé, ce sont les lois divines. Mais l'honorable est juriste. Mais le parallélisme de la forme. L'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple. Et si le peuple décide aujourd'hui de changer de nature, de ceci ou de cela, mais où est le mal? Deuxièmement, observation. Il ne faut pas donner l'impression que envisager d'initier la révision de la Constitution est un crime. C'est l'impression que j'ai. Que nous n'avons pas le droit, quelqu'un n'a pas le droit de penser autrement que l'honorable, parce que ce serait comme de l'apostasie. Non, nous sommes tous démocrates. Et pour moi, l'article le plus important, ce n'est pas l'article 70, non, c'est l'article 62. Nul n'est censé ignorer la loi. Et lui, il est juriste, il sait bien que... Mais quelle est la profession d'avocat? L'avocat ne se limite pas seulement à lire la loi, n'est-ce pas? L'article tel, c'est tel. Non, l'avocat va au-delà. Il voit l'environnement, il voit les références antérieures, les antécédents, et il voit la projection. C'est ainsi que la pratique du droit est fondatrice du droit. Alors, on ne peut pas bloquer l'imagination du peuple congolais, n'est-ce pas? On ne peut pas. On ne peut pas bloquer l'imagination du peuple congolais. S'il vous plaît, vous aurez la parole, monsieur l'honorable. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais savoir, vous avez évoqué le fait qu'on doit respecter la volonté de la population, qui est le souverain primaire. Oui. Vous avez aussi dit qu'il faudrait tenir compte de l'environnement. Oui. Vous êtes congolais, vous circulez aussi, autant que les autres Congolais qui nous suivent. Avez-vous l'impression que cette population est prête à accepter de toucher à sa constitution? Question fondamentale. L'impression que moi j'ai, c'est un débat des gens frustrés qui veulent avoir l'occasion de faire un coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire? Parce que pour la population, le plus important, c'est de voir comment Kabila va honorer son engagement vis-à-vis du peuple qu'il a reçu en novembre 2011. Ah, ici à Kinshasa, on voit déjà, mais c'est la même chose à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il va faire en ces 2 ans? Mais c'est eux, faute des discours probants, qui disent, déclenchons le mécanisme de la campagne 2 ans, 3 ans auparavant, pour le bloquer et l'empêcher de travailler jusqu'en 2016. Mais heureusement que nous sommes aussi des observateurs, n'est-ce pas? Et le président a dit, ne soyez pas distraits, laissez-moi travailler, vous aussi travaillez, laissez-le parler. Mais il ne faut pas entraîner le peuple dans la distraction. Il ne faut pas entraîner. Si la question se pose, est-ce qu'il est imaginable que l'on se présente aujourd'hui aux élections et aux urnes qu'on découvre, tiens, Kabila qui ne devait pas être là, est là? Non, je vous ai dit, le principe de la bonne gouvernance démocratique, c'est d'abord le principe de la transparence. La transparence. Il faut dire, il faut penser ce qu'on veut, dire ce qu'on a pensé et se conformer, n'est-ce pas, à la procédure légale pour que votre pensée soit prise en compte. Mais jusque-là, je note quand même que monsieur l'ambassadeur demande à ce que l'on puisse respecter la pensée et tout ça, mais bon, vous avez la pensée de l'autre, surtout la pensée de l'autre. Oui. Parce que moi je respecte la pensée de l'honorable, il est tout à fait fondé à dire non, il ne faut pas toucher à tel article, à tel article, à tel article. Mais il oublie que 218, qui détermine la catégorie d'initiateurs, n'a mis aucune espèce de limitation, ni sur la matière, ni sur la personne. Il n'est pas dit quelque part que, voilà, pour la question de la révision de l'article 220, le président ne peut pas être
initiateur parce qu'il est concerné. Le gouvernement ne peut pas être initiateur parce qu'il est de la famille présidentielle. L'Assemblée ne peut pas être... L'Assemblée nationale ne peut pas être initiateur parce que le président de l'Assemblée est de la majorité. Le Sénat, par contre, peut être initiateur parce que le président est de l'opposition. Non, ni le moment, ni la matière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le comportement des acteurs doit s'inspirer de bonne foi. Moi, je crois en la bonne foi de l'honorable lorsqu'il vient dire ici, non, il ne faut pas toucher à 220, etc. Mais lui, il met en doute mon amour de la patrie, ma bonne foi. Peut-être parce non, vous ne pouvez pas penser autrement que moi, sinon vous êtes de mauvaise foi. Mais non. Alors, ça c'est prêcher de l'obscurantisme, empêcher à l'opinion publique de connaître ce que pense une bonne partie de la majorité démocratique du peuple, n'est-ce pas, tout simplement parce qu'eux ils pensent que être correct politiquement, c'est penser comme eux. Moi, je ne suis pas de cet avis. D'accord. Alors, honorable, vous avez suivi ce qu'a dit l'ambassadeur. Quels sont vos arguments aujourd'hui au niveau de l'opposition pour arriver à convaincre les acteurs de la majorité politique à raison de votre façon de voir cette question de la révision éventuelle de la Constitution? Les arguments d'abord sont constitutionnels. Mais avant de les avancer, laissez-moi vous dire, Eric, que pour prétendre respecter les aspirations du peuple, il faut que le recours vers lui, donc vers ce peuple-là, en tant que souverain primaire, par voie référendaire ou voie d'élection, se fasse dans la transparence, dans la justice et dans la vérité. Eric, vous savez ce que l'on a connu en 2011. Le peuple a élu, mais c'est quelqu'un d'autre qui a été proclamé jusqu'au niveau de la députation. Et donc... ça, c'est au peuple de trancher. Hein? Antena ne peut pas prendre un tel engagement. Je l'ai dit, ce n'est un secret pour personne. Vous avez suivi même le prélat, ce qu'il avait dit, que le résultat publié ne sont ni conformes à la justice, ni à la vérité des urnes. Et c'est connu de tout le monde. On a connu une parodie d'élection en 2011. Et donc, dans un tel contexte, il est difficile de prétendre et consulter le peuple. Puisque un bulletin vert introduit dans l'urne en sortira rouge ou noir par le pouvoir organisateur, étant donné qu'il y a la mainmise du pouvoir dans le processus électoral. C'est ce qui fait que le peuple a perdu même confiance. Mais, mon cher ami, les arguments que l'opposition pousse, les arguments que la société civile pousse, qu'elle avance, et les arguments que les églises, que ce soit l'église catholique, que ce soit les églises de réveil, avancent, mais ce sont des arguments constitutionnels. C'est au regard des faits. Est-ce que monsieur l'ambassadeur peut vraiment me dire que l'autorité morale de la majorité se sentira à l'aise si aujourd'hui il initie une révision, par exemple, c'est un exemple, constitutionnelle qui touche à l'article 70, c'est-à-dire au nombre du mandat qui est limité à 2. Moralement, est-ce c'est correct? Et aujourd'hui d'ailleurs, vous êtes journaliste, c'est tout le monde qui décrit cela. Parce que, mon cher ami, je l'ai souligné ici, que c'est à chaque approche des élections. Et vous aviez suivi le secrétaire général du parti du chef de l'État dire que puisqu'il y a Boukangalonzo, il faudrait que le chef de l'État ait le temps de faire de Boukangalonzo à travers tout le territoire national. Et le président de mon institution qui l'avait précédé, qui est aussi du PPRD, d'avancer un argumentaire comme quoi Léopold II a eu plus de 90 ans pour construire la République. Le maréchal Mobutu a eu plus de 32 ans. Et donc, ils doivent avoir le temps qu'il faut pour eux aussi construire. Voyez de tels arguments, mon cher ami. C'est fouler aux pieds la Constitution, les règles, les normes et les repères qui régissent la République démocratique du Congo. Et pourtant,
la Constitution de la République, dans son article 69, donne obligation au président de la République de veiller au respect strict de la Constitution. Et mon cher ami, lorsque vous êtes à votre dernier mandat et que vous initiez une révision qui touche à cette disposition, intellectuellement, moralement, même si on ne dit pas juridiquement, et c'est correct. Et donc, les arguments que nous soutenons, et que il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui énerve, par exemple, Boukangalonzo. S'il y a la volonté politique, on peut faire Boukangalonzo à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Il y a une disposition constitutionnelle qui prône la parité hommes et femmes. L'article 14, si je ne m'amuse. C'est ça. Depuis que la famille politique à laquelle je n'appartiens pas est au pouvoir, cette parité n'a jamais été une réalité. Cette disposition n'a jamais été respectée. Est-ce c'est un problème constitutionnel ou un problème de volonté politique? Ce sont là les exemples que je donne. Voyez? Quelles sont ces dispositions constitutionnelles alors, qui énervent parce qu'elles ont été décidées par les belligérants? C'est la question que nous posons à la famille politique à laquelle je n'appartiens pas. Et donc, lorsque vous mettez tout cela ensemble, vous constaterez avec moi qu'on veut coûte que coûte réviser la Constitution pour la tailler sur mesure et surtout pour permettre aux individus de se pérenniser au pouvoir, de se cramponner au pouvoir en violation flagrante de la même Constitution et contre la volonté du peuple congolais qui a voulu limiter à travers cette Constitution le nombre de mandats pouvoir politique des dirigeants. Alors, ceci m'amène à poser une question à l'ambassadeur. Monsieur Atundouli Yongo, que diriez-vous à ceux des Congolais, parce que jusqu'à preuve du contraire, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ne s'est pas encore véritablement prononcé sur cette question. Donc, ne prêtons pas des intentions aux gens. Alors, je pose la question de savoir, que diriez-vous à ceux des Congolais qui pensent que les mêmes causes produisent le même effet, le même qui hier ont acclamé Mobutu, les poussant à se cramponner au pouvoir, l'ont abandonné ensuite pour épouser d'autres? Ça, ce sont des slogans. Ça, ce sont des slogans. Monsieur l'honorable Okoundji serait bien inspiré d'initier une loi au Parlement limitant le nombre de mandats de députation à 2 ou 3. Parce qu'après lui, il y a des jeunes qui ont grandi et qui sont gênés par sa présence. Non, touchons le fond des choses. Et le fond des choses, c'est quoi? Quelle est la validité d'une norme essentielle comme la Constitution? Une norme a 2 conditions pour être valide. Lequel? 1, c'est la fonctionnalité. Une constitution, en toutes ses dispositions, doit concourir à l'évolution harmonieuse de l'État et à son fonctionnement harmonieux. 2, elle doit toujours traduire le consensus originel. N'oublions pas que la Constitution, c'est un contrat entre la classe politique, l'élite intellectuelle et sociale et le peuple. Lorsque l'élite politique n'est pas d'accord, eh bien la Constitution finira par changer. Si le peuple n'est pas d'accord par 100 000 personnes, etc., il en sera de même. Si l'élite politique n'est pas d'accord, il en sera de même. Alors je ne comprends pas la peur que l'honorable a de recourir au peuple. Parce que nous disons, bon, s'il y a, parce que jusqu'à présent, ce sont des prétentions. Il est juriste. Tout ce qu'il dit, tout ce que je dis, ce sont des prétentions. Alors qui va trancher sur les prétentions? C'est le bureau de l'Assemblée qui dira on s'adresse au Parlement ou on s'adresse au peuple. Donc on ne peut pas
renoncer, n'est-ce pas, empêcher au peuple d'user de son droit de dernier recours. Parce que c'est lui qui est la base de tout. Et par parallélisme de forme, puisque le peuple est à la base du pouvoir de chacun dans une république et dans une démocratie, et donc le peuple peut modifier le pouvoir des uns et des autres dans une république et dans une démocratie. Et donc recourir au peuple, c'est faire acte, c'est un acte suprême de démocratie. De respect même de ce peuple. Mais tout à fait, c'est tout à fait le respect. Mais maintenant, je veux vous dire la peur. La peur, c'est que, nous partons du postulat, n'est-ce pas, de 220. Oui. La peur, c'est que l'initiateur de la révision de ce postulat est un stratège. Il a compris, il dit, tiens, aujourd'hui, j'ai la majorité démocratique. Et je pense qu'elle coïncide avec la majorité sociologique. Eh bien, le moment est indiqué pour que je puisse initier une prétention juridique quelconque, que ce soit le changement du nombre de mandats, que ce soit la parité, que ce soit le mode électoral, etc. Ah, c'est le moment de consulter le peuple. Alors, la peur qu'ils ont, c'est qu'ils représentent en réalité à la fois une minorité politique, démocratique et une minorité sociologique. Alors, sinon, s'ils veulent se rendre compte de l'évidence, eh bien, qu'ils laissent l'initiateur de cette révision putative, que l'initiateur puisse s'adresser au peuple. On va maintenant chez le peuple qui va trancher et dira, tiens, monsieur l'honorable Okunzi, vous n'êtes pas dans le bon, eh bien, ambassadeur, vous êtes dans le bon. Ou le contraire. D'accord. Mais monsieur l'ambassadeur, si moi, je ne voudrais pas, la majorité n'a aucune prétention à confisquer le pouvoir souverain de notre peuple. Alors, Sissi m'amène à poser la question à l'honorable